Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invité du jour est inclassable. Être artiste consiste bien souvent à outrepasser les limites de son art, mais dans son cas, il a pulvérisé les frontières de toutes les disciplines. Imaginez plutôt, sculpteur, designer, auteur, DJ, comédien de one-man show, présentateur de documentaires, ce roi de la culture pop mondiale est passé rapidement de l'anonymat le plus complet à une reconnaissance universelle. On dit qu'il serait l'artiste français qui se vend le plus à l'étranger. Tout cela a été obtenu grâce à sa profonde remise en question au milieu des années 2000. L'homme, constatant que sa vie manquait de sens, cherche avec une première œuvre, un crocodile en résine rouge vif, à lui en donner un de sens. Suivront d'autres sculptures d'animaux qui deviendront vite célèbres, notamment ces Wild Kong, ces gorilles stylisés impressionnants, à mi-chemin entre les créations de Pompon et celles de César. Il aurait pu en rester là et se contenter d'être acheté aussi bien par des célébrités qui vont de David Guetta à Sharon Stone, en passant par Justin Bieber ou Andy Garcia, que par le grand public. Mais ce passionné n'adore rien de plus que casser les codes. Et c'est d'ailleurs sans doute ce que les professionnels de l'art contemporain lui reprochent, sa conception tant marketing que philosophique de ce qu'il produit. Mais lui n'en a cure de ses critiques et suit son instinct et ses envies. Et celles-ci peuvent, tour à tour, l'entraîner à écrire un livre s'inspirant de sa vie et de son parcours ou à jouer sur scène un one-man show sur les conseils de son ami Laurent Baffy ou pourquoi pas sortir des singles sculptés pour les pistes de danse afin d'électriser les festivals de musique électronique internationaux en tant que DJ, car il est également reconnu comme tel. On ne compte plus les collaborations entre ce créateur et de multiples grandes marques qui l'entraînent à réfléchir sur des designs pour des montres, des t-shirts, des stylos, des narguilés, des cosmétiques, des voitures, des lunettes. Rien ne l'arrête. Ce qui surprend quand on s'intéresse à ce phénomène, c'est l'extrême simplicité du personnage. Et c'est sans doute ce qui doit déconcerter nombre de ses détracteurs qui le préféreraient cultivant l'art du mystère et privilégiant la fréquentation des milieux élitistes à celui du showbiz. Mais lui assume ses choix, n'en fait qu'à sa tête et tourne encore une fois tout ce qu'on dit sur lui en dérision, convaincu que, en France, on n'aime pas le succès. Officier de l'ordre des arts et des lettres. Il s'emploie également à rendre l'art compréhensible, comme par exemple dans des séries documentaires pour TV5 Monde, ou accessible, comme avec cette sculpture à croquer pour le Salon du Chocolat, ou encore visible par un large public, en mettant à disposition des exemplaires de son bestiaire de résine pour des émissions de télé-réalité. Alors c'est pour tenter d'en savoir plus sur les inspirations et les envies de ce fan d'Andy Warhol et de Jean-Michel Basquiat que j'ai proposé à cet artiste populaire et accessible de le retrouver au restaurant Kunigawa-Matignon pour prendre avec lui un sushi, non, un café au comptoir. Bonjour Richard Orlinski. Oula, bonjour, mais quelle description. Incroyable. Là, oui, j'ai cru que vous alliez perdre votre souffle, tellement il y en avait. Mais enfin bon, en tout cas, c'est intéressant, c'est une bonne analyse en tout cas. Merci. Quel conseil vous donneriez à un créateur en manque d'inspiration ? En manque d'inspiration, Ouais. c'est compliqué pour un créateur. Déjà la question, parce qu'un créateur sans inspiration, c'est plus un créateur, quoi. Mais bon, s'inspirer de la vie de tous les jours, de l'endroit. Là, par exemple, on est dans un restaurant effectivement qui est nude. En fait, tout est matière à s'inspirer, tout est inspirant en fait. L'humain, les événements, ça peut être. Faut aller puiser un peu partout. En fait, faut pas chercher l'inspiration, faut la trouver. Donc, je crois qu'il y a un truc très simple, c'est juste de regarder, d'observer. Faut être très observateur. J'ai l'impression que l'angoisse de la page blanche, c'est pas pour vous. Non, on a plus de pages trop écrites que de pages blanches. Mais non, mais je pense qu'un créateur n'a pas cette page blanche non plus. Un créateur, quelque part par définition, c'est quelqu'un qui fourmille d'idées, qui a un puits toujours de plein de choses à penser, etc. Plutôt qui est plutôt proactif plutôt qu'inactif. En tout cas, dans la création, il y a d'autres questions. J'aurais répondu différemment si vous n'avez pas évoqué le terme de créateur. Mais Ça aurait été quel terme ? Non, mais je sais pas, quand quelqu'un a une page blanche, quelqu'un ne sait pas comment faire, comment trouver effectivement peut-être une inspiration, mais quand on est monsieur et madame tout le monde, lambda, quand on cherche à peut-être oui, parfois la lecture, ça peut aider, c'est très intéressant. On oublie la lecture souvent, puisque les gens regardent aujourd'hui beaucoup les écrans télévisuels, les réseaux sociaux, etc. Mais je pense que la lecture, il y a des choses très profondes dans la lecture qui sont beaucoup plus enrichissantes et nourrissantes, et je pense qui sont susceptibles de peut-être nous amener à des réflexions, à des émotions, et effectivement à peut-être de l'inspiration pour créer. Et alors, vous, quand vous avez créé vos premières œuvres, c'était le fruit d'une longue réflexion ou c'était quelque chose qui, à un moment, vous a dit « Ah mais tiens, ça doit être ça ».
Alors moi, étant donné que je fais partie des dieux, donc évidemment c'est un peu différent. Côté vous avez dit tout à l'heure que j'étais quelqu'un de très simple, donc il faut un petit peu casser cette image et donc se la raconter un peu. Non, en réalité, moi c'est très, il y a le processus, j'ai des idées, c'est fulgurant, il faut que ça se fasse tout de suite. Je suis très c'est un de mes défauts d'être très pressé, que les choses elles arrivent, donc il y a des choses, j'ai des fulgurances et donc ça arrive, mais par contre, pour parler de la première œuvre, j'ai été très exigeant, donc je l'ai refait sans cesse parce que je n'étais jamais content et jamais content de ce que je faisais. Donc du coup, l'idée, je l'ai eu tout de suite, mais disons que quand je l'ai façonné, on met beaucoup moins de temps maintenant, mais à l'époque, comme c'était la première que je voulais montrer au public, il fallait que ça soit. Et donc j'étais jamais content et je refaisais, je cassais, je refaisais. J'ai l'impression que vous êtes très en phase avec votre époque, tout le temps. Comment ça se travaille, ça? Alors, vous m'aviez dit la lecture, mais c'est être proche des gens. C'est une des choses qui aide en fait à... C'est très important d'être proche des gens, bien évidemment, d'être proche de sa communauté, d'être proche d'écouter. Il faut être à l'écoute, c'est très important, mais ça c'est de tout temps en fait. C'est pas que de notre temps. Quand on est en couple, si on n'écoute pas l'autre, c'est compliqué d'avancer. Si on est des amis, si on s'écoute soi-même, je pense qu'on n'avance pas. Donc l'écoute, c'est quelque chose qui est très important. Partager avec le plus grand nombre, savoir. J'écoute ma communauté. Parfois, on me dit tiens, tu devrais faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si on me le dit, c'est qu'il a une raison, même si j'ai pas pensé. Il faut aussi mettre de côté son ego, être pas le seul créateur. Moi, je pense que je pars du principe qu'à 10 cerveaux, on est plus fort qu'à un cerveau pour créer. Donc, du coup, si on peut s'inspirer d'une équipe ou de gens qui sont là autour de vous pour vous aider à avancer quelque part, j'y crois beaucoup. Et donc, c'est pour ça que la vie de chacun, pour moi, la vie de chacun compte. Ce côté accessible, il est là. Quand je suis sur scène, on va partager des idées, on va réfléchir. Vraiment, il y a un côté très collaboratif, participatif, transmission, quelque chose qui est très important. Je pense que c'est important et d'être connecté à une époque, mais c'est tout simplement parce qu'on a l'écoute. Oui, je suis connecté parce qu'effectivement, par exemple, dans le studio, dans notre on va dire notre espèce de bordel de développement, un joyeux bordel de développement dans lequel on travaille, effectivement, peut-être que l'âge moyen, c'est 23, 24 ans, parce que forcément, ils sont plus à même avec les nouvelles technologies, mais c'est pas c'est juste parce qu'on écoute. C'est juste, ça, c'est un quand même d'écoute. Et je pense que tout le monde devrait être à l'écoute. Il ne devrait pas y avoir des gens qui vont écouter tel type de musique, des gens qui vont écouter tel type de musique, des gens qui vont s'intéresser à tel type de projet. Non, en vérité, c'est là où on s'isole et on s'éloigne. Aujourd'hui, si on est ouvert et qu'on arrive justement moi je fais de la musique aussi, je sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, mais et donc là je suis sur des projets, notamment un projet dans le rap, donc forcément tu as les codes du rap, c'est très très différent que d'autres codes, et donc c'est marrant parce que tu navigues entre les codes effectivement du rap, les codes de la musique classique, je fais aussi de l'électro, enfin tout ça c'est des mondes, le cinéma, la musique, tout ça c'est des mondes très très différents, mais quand tu arrives justement à prendre la mesure de tout ça et espèce de mélanger, de faire un espèce de melting pot avec tout ça, forcément c'est enrichissant. Et on cherchait l'inspiration tout à l'heure, plus tu mets de choses dans la marmite, plus il y a d'inspiration. Et plus tu as les codes différents. Et donc, et quelque part, il y a quelque chose qui se fait. L'être humain est très fort pour ça, en fait. C'est un caméléon. Mais si on le laisse dans un coin, et c'est un peu le problème qu'on a aussi en France, pourquoi à Paris, plus qu'en France d'ailleurs, parce que la France c'est un peu différent. Mais on aime bien mettre les gens dans des cases, rester dans des endroits et pas en sortir. Mais finalement, on vit en autarcie. On vit très fermé. Et en fait, le monde du cinéma avec le monde du cinéma, le monde de la musique, le monde de la musique, le monde politique et le monde politique. Et ces mondes parfois se côtoient, mais quelque part, c'est quand même très, très différent. Et l'idée, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'exploser tout ça. Et quand on vient chez nous, si vous avez la chance et l'occasion un jour de pouvoir venir, vous verrez qu'on peut rencontrer des gens qui sont issus de plein de domaines différents et qui sont c'est même lunaire de les voir. Tu vois, un judoka champion du monde avec un rappeur américain, avec un, je sais pas, un cuisinier. Voilà. Donc, il y a vraiment des mondes qui se côtoient, qui sont très, très différents et très sympathiques. Ça a l'air... j'ai l'impression que vous êtes en train de me décrire la factory d'Andy Warhol. Et Ah non, je m'inscris en faux. La factory, c'était version limitée. Nous, on est vraiment quelque chose de beaucoup plus gros. Non, oui, à la différence près, c'est que la factory d'Andy Warhol, c'était génial pour l'époque, mais malheureusement pour Andy Warhol, il n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Nous, avec Internet, c'est incroyable. Moi, par exemple, on parlait de musique, je suis dans le DJing. Hier, j'ai reçu un message d'un DJ assez connu qui s'appelle Don Diablo, qui me dit tiens, c'est marrant, je fais comme toi, sympa de te connaître sur Insta, il me DM. Moi, je fais le parcours inverse. Moi, je suis DJ, maintenant, je me mets à l'art. Donc, ça serait bien qu'on échange, machin, etc. Donc, j'ai eu Chris Brown qui m'a contacté pour faire un truc. J'ai eu Jason Derulo la semaine dernière. Du coup, Jason Derulo... on parle pour un projet ensemble, et je sais pas qui a entendu qui a dit à Teddy Riner que j'étais copain avec Jason Derulo, donc du coup ils ont besoin de lui pour un concert au Maroc, du coup ils m'ont appelé. Donc après c'est des cercles comme ça vertueux qui se créent, des énergies, et puis ça fuse, et puis voilà quoi.
C'est donc la factory, oui, sauf que là, grâce à Internet et grâce à aujourd'hui à tous ces moyens de communication, tous ces réseaux qu'on a, on peut s'en servir. En tout cas, ça peut être il y a un côté pourri et pervers dans les réseaux, mais un côté aussi très vertueux. Et en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de se servir du côté vertueux des réseaux. Voilà. C'est la Factory Unlimited. Exactement. Mais pas parce que je me considère mieux qu'Andy Warhol, mais juste que je vis dans une époque Bien sûr. qui m'avantage. Peut-être qu'à son époque, j'aurais même pas été capable de pousser un crayon ou de pousser un truc. Mais en tout cas, nous, on se sert, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de ce qui nous est proposé, de tous les moyens qui sont à notre disposition. Et grâce à ça, voilà. Et alors, ça ressemble à quoi une journée type de Richard Orlinski? Ou peut-être, y a-t-il vraiment une journée type? Alors, journée type, c'est donc podcast à 16h. Non, il n'y a pas de journée type. En vérité, la magie de ce que je fais, et j'en suis assez fier et je suis assez content, c'est que chaque jour, je ne sais pas où je vais, en fait. Je me réveille le matin, j'ai un planning, parce qu'aujourd'hui, je deviens un peu ambassadeur d'une marque, quelque part. Une marque artistique, mais une marque quand même. Et donc, du coup, j'ai un planning qui je peux plus gérer moi-même, donc du coup, qui est géré par des équipes, par une team qui est très intelligente, très forte, très, très bienveillante et qui m'entoure dans tout ça. Et donc, le matin, parfois, ça m'arrive de regarder, mais je sais que je dois être à 9h là déjà. Et donc, en fait, je vais d'aventure en aventure. Alors, je peux être là sur un podcast. Ensuite, je peux aller m'occuper quelque chose concernant la musique. Ensuite, un truc caritatif. Il n'y a pas plus tard que 5 minutes, on est sur un projet caritatif. Donc, il y a vraiment... ça peut être, il y a pas de limite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas toujours la même chose. Pendant toutes ces activités, vous pensez, votre esprit est en train de créer quelque chose. Quelquefois, vous faites quoi? Vous notez sur votre téléphone, vous notez sur un calepin, sur un Moleskine, ou c'est lors de réunions qu'à ce moment-là, j'allais dire, le génie va prendre forme. Comment ça se passe? Le génie, c'est gentil. Moi, c'est génie sans bouillir. Non, non, génie, il n'y a pas de génie. C'est juste, en réalité, ma forme, et puis mon défaut aussi, quelque part, c'est parce que c'est fatigant de penser tout le temps. C'est j'ai l'impression que tu as un cerveau qui est en ébullition et qui s'arrête jamais. Donc en réalité, il n'y a pas besoin de noter. Alors parfois, oui, pour pas oublier, je prends un voice et donc j'écris, je fais des voice encore des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes. Mais oui, j'écris très peu, je fais beaucoup de voice. Mais en réalité, on est en perpétuelle création et puis les rencontres, c'est une rencontre. Tout à l'heure, on est sur une ouverture. Je parle d'exemples qui sont très concrets. J'étais avec un de mes... En fait, on a monté une boîte qui s'appelle Orlinski Design, où on vient faire de l'architecture. Et donc, on construit des immeubles, des hôtels, des villas, des stylos, des verres, enfin tout et n'importe quoi. Et là, il m'expliquait un petit peu une expérience qu'on est en train de faire en Belgique. Et et on était, donc là, c'était intéressant parce qu'au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me présenter un truc que je connais, j'ai l'habitude, on fait et là, c'est intéressant parce que dans ce nouvel lieu, on va créer 2 expériences immersives avec le blanc, le noir, avec tout ce que on essaie de recréer, tout ce qu'on a besoin en sculpture. Typiquement, alors on a le fondeur, on va avoir le déguisement, pas le déguisement, enfin l'habit du fondeur, etc., avec des jeux de lumière dans le noir, enfin tout un tas d'expériences avec l'olfactif aussi, la fonderie, on va sentir le feu, etc. Donc, Toute une scénographie. et donc du coup, je me suis pris à m'intéresser au truc. Je dis, tiens, c'est marrant parce que ça pourrait être utilisé ailleurs, on pourrait le refaire, etc. Et donc du coup, chaque sujet parfois qui est anodin, va t'amener sur quelque chose d'autre, etc. Et c'est un peu embêtant. Et du coup, voilà. Donc la journée type, oui, il y en a pas. Je fais beaucoup de sport parce que ça m'équilibre énormément. Donc j'ai généralement un sport vraiment quotidien, le week-end aussi. Et donc du coup, voilà, c'est ça. Ça, par contre, je sais où je vais quand je fais du sport parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Mais tout le reste, finalement, c'est à chaque fois une aventure à chaque fois de nouvelles qui se crée chaque jour. Et d'où il n'y a pas le côté ennui, il y a le côté épice. Et je pense que le fait de rencontrer plein de personnes qui viennent d'horizons différents, c'est très nourrissant en fait. On va se faire un petit vrai ou faux, Richard Orlinski. Faux. Jingle. Un café au comptoir. On est au comptoir, donc on peut faire des bruits de verre. Exactement, on C'est peut. le bruit, on est au comptoir. Donc on est au comptoir. On aime ça. Allez. Richard Orlinski, vous avez dit, je n'ai jamais vu un programme sur l'art que je n'ai pas trouvé chiant. C'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai que au bout de 5 minutes, tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent, à moins évidemment d'être fan de quelque chose et donc de boire, mais plus et je suis pas très fan en plus, mais par admiration. Je suis pas un fan, donc c'est compliqué. Mais je réfléchis, mais j'ai jamais vu un programme qui m'a voilà. Au bout de 2 minutes, j'ai pas envie de zapper quoi. Donc, Et les vôtres, vous les avez vus? alors,
c'est pour ça que j'ai dit ça. Pourquoi? J'étais dans le cadre de mon dernier programme, ma dernière émission qui s'appelle Première fois au musée, où j'ai dit que là, c'est la première fois qu'il y a un programme que j'ai re-regardé et je me suis dit, et c'est drôle, où les enfants trouvent ça drôle, c'est un espèce de tournée comme un reality show, et je me suis dit, là, pour la première fois, on tient quelque chose. C'est la première fois de ma vie où je vois un programme sur l'art qui est vraiment qui est intéressant et que tu as envie de regarder, tu as envie de voir la suite. J'ai tourné moi-même 60 épisodes sur les murs, qui est très intéressant, très instructif, mais j'ai pas envie de le regarder 2 fois. Je veux dire, ça va, c'est cool. Ça peut apporter, ok, c'est intéressant. Mais c'est pas, voilà, c'est pas. Là, on tient vraiment quelque chose. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de Le le premier noter. format était plus académique et le nouveau format est... Exactement, et ludique et surtout pour des profanes. Parce que quelqu'un qui va regarder sur les murs une émission de street art, bah, c'est que tu as envie de le regarder, quoi. C'est que tu as envie de regarder un programme sur le street art. Là, tu peux regarder, tu as envie de regarder, j'en sais rien, moi, les anges de la télé-réalité, regarder ça, tu peux avoir le même public pour regarder la même chose. C'est ça qui est intéressant. Alors que sur les murs, c'est quand même dédié à des gens qui déjà de base ont un intérêt de découvrir, de s'intéresser au street art. Moi, tu regardes mon programme, première fois au musée, tu peux être issu de n'importe quelle catégorie socio-professionnelle, n'importe quoi, n'importe quelle génération, tu peux regarder. C'est ça qui est intéressant. Tellement important pour vous, ça, finalement, d'être ouvert au maximum de personnes. Et quand on voit, en fait, toutes vos prises de position dans l'art, eh bien, à chaque fois, elles en viennent à ça, à cette ouverture à l'autre. Partager avec le plus grand nombre. Oui, effectivement, c'est le partage. Sharing is caring, on dit en anglais. Donc, partager, forcément, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que pourquoi réserver de l'art à une élite? C'est pour ça que je critiquais aussi, par cette espèce d'exclusivité. Mais écoutez, l'art, je pense que ça a été fait, c'est ce qui embellit le monde. Il y a un côté divin dans l'art. Quand on parle avec j'ai fait des conférences avec des grands responsables religieux, des religieux des 3 religions et monothéistes, et c'est intéressant parce qu'il y a un côté, quand tu parles avec eux, il y a un côté très divin et la beauté, c'est très important. La beauté, c'est divin. Donc apporter quelque chose comme ça, avec de l'émotion, donc il y a un côté, ouais, je pense que c'est important. Vrai ou faux, les 2 chanteurs qui ont marqué votre enfance sont Joe Dassin et Claude François. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'étais fan de Claude François quand il est décédé. J'étais très triste. Et je connaissais ses chansons par cœur. Alors, Joe Dassin, c'est plus par rapport à mes parents, quoi, qui écoutaient plus Joe Dassin que moi. Donc, ils m'ont transmis un petit peu quand j'ai écouté. C'est ma mère qui écoutait Joe Dassin beaucoup. Mais oui, à côté, à Claude François, c'était plus personnel. Vraiment, Il y a plus un côté de danse dans Claude François également. et puis, c'était un génie. Le mec, il refaisait des rires. Et c'était le David Guetta de l'époque. Le mec, il faisait des covers de toutes les. Dès qu'il y avait un tube à droite à gauche, il le prenait. Il était malin et brillant. Il vivait à 400 à l'heure. Il était très en avance sur son temps aussi. Il était pas fait pour vivre à cette époque-là. Il a fallu qu'il vive aujourd'hui. Je pense que c'était un génie de l'époque. Avec, je parle pas de lui ce qu'il est en tant qu'homme, mais ce qu'il est en tant qu'artiste. C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est le côté émergé de l'iceberg. C'est pas le côté immergé. Voilà. Et il y a un côté très vivant en fait. Il est malheureusement mort de manière dramatique, mais il y a un côté, il y avait la vie chez lui on sentait qu'il y avait une force qui voulait se battre contre la mort. Qui, malheureusement, il n'a pas pu éviter cette mort, mais il y avait une force de vie très forte. Force électrique, même. Ouais. Oui, alors ça, c'est un jeu de mots mal placé. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir le garder au montage. Vrai ou faux, vous avez commencé à 15 ans une collection de lithographies Andy Warhol, James Rosenquist, Tom Wesselmann, Keith Haring. Vous faites les trucs vrais, en fait, il n'y a pas de suspense. Non, bah oui, une collection de tout ce qui était pas cher, qui coûtait rien et qu'on pouvait effectivement acheter. C'est tôt, 15 ans. Ouais, mais j'avais toujours été. Moi, j'ai fait de l'art depuis j'ai fait de la sculpture quand j'avais 4 ans. Donc, j'ai commencé un peu tôt aussi. Donc, du coup, je m'intéressais à des choses un peu. Et c'est étonnant parce qu'après, par la suite, j'avais des possibilités d'acheter des originaux. Et je ne l'ai pas fait parce que j'étais très attiré par la sculpture. Je regrette aujourd'hui parce que j'aurais été à la tête de beaucoup de sous. Parce que c'était. Je sais pas pourquoi j'ai privilégié la sculpture. Alors que Vous êtes collectionneur? Oui, je suis collectionneur. J'ai une fibre de collectionneur. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de collectionner, j'ai pas les moyens de l'acheter, mais oui, je suis collectionneur. Oui. Mais j'aime le pop art américain notamment, et aujourd'hui un Basquiat, un Warhol, ça c'est des prix. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus des, voilà quoi, c'est des immeubles, donc c'est compliqué. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Qu'après, et puis moi, aujourd'hui, je préfère investir dans mes activités, dans mon développement et dans le développement de ce que j'entreprends plutôt que de collectionner. Ça sert pas à grand chose, quoi. Vrai ou faux, vous avez remis en main propre une de vos créations à Paul McCartney? Ah oui, ça c'est vrai. Avec des trucs vrais chez vous. Il faudrait mettre du faux un peu dans le truc. Sinon J'essaye. ça a fait un peu cheater l'histoire.
Ouais, une guitare. On a fait une guitare pour sa venue au Stade de France. Paul McCartney, j'ai fait une guitare et que je lui ai remis effectivement. Et c'était un vrai honneur parce que pour moi, Paul McCartney, c'est comme un monument de l'histoire de la musique, du rock and roll. Et je serais content d'avoir fait une guitare d'ailleurs, qui marchait bien, qui fonctionnait. Hein. C'était une œuvre, mais qui était authentique et qui fonctionnait. Une guitare électrique qui En fonctionnait. plus, ouais. Voilà. Une vraie œuvre d'art, mais utile. Dans le même acabit, je suis en train de faire une trompette là pour Ibrahim Malouf, qu'on a déjà fait d'ailleurs. Qui fonctionne. Alors celle-là, elle fonctionnait pas, mais là, on est en train d'en faire une qui fonctionne. Et je suis en train de faire un piano pour Sofiane Pamar. Voilà. Vrai ou faux, vous avez participé aux Amours? Ah, ça, c'est faux. C'est faux. Fort Boyard. Oui, ça c'est vrai. Fort Boyard et Boyarland même. Cette volonté, en fait, de s'ouvrir même à des choses où on n'attend pas un artiste, où on n'attend pas un sculpteur d'être. Ça vient de quoi? La volonté de s'amuser? Alors aujourd'hui, oui, c'est s'amuser, découvrir des terrains, etc. Mais je pense qu'à l'origine, la vraie raison, c'est... j'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus qui s'appelle Pourquoi j'ai cassé les codes. J'ai cassé les codes parce qu'en fait, on m'a pas laissé le choix. Et aujourd'hui, la première fois que j'ai fait un livre sur l'art qui était assez intéressant, une espèce de pop-up, un livre un peu en pop-up, etc. Et je devais passer chez Ruquier. Et finalement, ils n'ont pas voulu m'inviter à la finale. Mais non. Et oui, ils ont dit non, mais le problème, c'est c'est pas qu'on veut pas t'inviter, mais c'est que il n'y a pas de casse pour un sculpteur, ça n'existe pas en fait. Tu peux être écrivain, tu fais de la télé-réalité, chanteur, acteur, mais il me dit si tu me trouves un sculpteur on a invité pendant les 10 dernières années, je t'invite à l'émission. Mais non, je ne l'avais pas. Donc du coup, j'ai dit bon, il faut faire d'autres choses du coup. Et donc du coup, j'ai commencé à penser 360. Et c'est parti de là. Ça me plaisait tout ça parce que j'étais dans la musique, il y a plein de choses, mais je pensais pas qu'il y avait besoin de mettre d'autres talents en avant pour pouvoir avoir la tribune. Et puis après, c'est devenu quelque chose qui était inné, quoi, mais qui était vraiment je ressentais. Mais là-bas, je pense que c'est l'origine, je pense. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous avez tout fait pour faire mentir Audiard quand il écrivait dans les Toutons Flingueurs, les cons, ça ose tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ouais. Ben non, parce qu'il a raison, je suis con. Je pense pas. Donc, je sais pas si on m'a reconnu, mais j'ai eu peur. Vous m'avez mis à jour, je suis un peu embêté ce jour. Non, ose tout, oser. Je pense que c'est pas vrai parce que je pense que même Audiard ne le pensait pas. Dans la mesure C'est pour le bon mot, en oui, fait. c'est pour le bon mot. Je pense qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences aussi. Je fais des masterclass, je fais des conférences devant des étudiants, des chefs d'entreprise, des penseurs, enfin des boîtes, dans plusieurs modèles différents, même pour l'emploi, enfin pour vraiment dans plein de contextes différents. Et un des maîtres mots et quelque chose que je reprends beaucoup, c'est qu'on me demande mais alors comment faire pour y arriver, pour pouvoir justement le maître mot pour moi c'est disruptif. Et les disruptifs c'est qu'il faut prendre des risques. Si tu risques pas, tu risques uniquement de pas te planter quoi, mais tu risques pas. Et en France on a un vrai problème avec ça parce que l'échec c'est très important. Et je pense qu'il y a la culture d'échec qui est très importante. Culture de l'échec. Bah oui, c'est très En France. important, l'échec. Non, on l'a pas en France. Ah, merci. Non, justement, c'est qu'on l'a pas en France. C'est ça, c'est plutôt à l'américaine ou c'est anglo-saxon. Et je pense que l'échec, c'est très important. D'être disruptif, c'est important. D'être différent, de sortir du lot, de trouver son clown, d'être d'un peu différent. Parce que qu'est-ce qui fait une table, qu'est-ce qui est la différence d'une table d'une autre table, etc. Qu'est-ce qui fait un être humain d'un autre être humain? Et c'est sa spécificité, sa différence. Et je pense qu'il faut cultiver sa différence. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance chez nous à vouloir rentrer dans un moule et faire tout le monde pareil. Moi, je vois ces managers, ces décideurs qui sont autour de vous, qui vont à ces conférences, et ils se disent quoi? En fait, le mec s'éclate tout le temps, et on doit s'éclater nous aussi. C'est ça la recette miracle. Pourquoi s'éclater? Non, je vois. Vous vous éclatez pas? Non, bien sûr. J'ai l'impression que vous suivez votre Si, j'ai envie de faire de la musique, je fais de la musique. Ah oui. Et ça marche. Oui, ça s'appelle passer. Oui, c'est-à-dire qu'il faut aller au bout. Oui, il faut avoir des ambitions. Il faut avoir des rêves. Et il faut essayer de vivre ses rêves. Donc, et je le dis ça aussi, d'avoir de l'ambition, et surtout s'écouter. Parce que le problème de tous ces gens-là, souvent, c'est qu'ils sont frustrés, ils ont peur. Les peurs, ça guide nos vies, les peurs. Donc, il faut essayer de faire sauter ces barrières de la peur, croire en ses rêves, et sachant qu'on peut se faire conseiller, parce que c'est important. Mais on a le final cut. En nous, je pense qu'on détient tous la solution et la vérité sur ce qu'on va devenir, sur ce qu'on est. Il faut juste s'écouter un peu plus. Mais c'est compliqué de s'écouter. Il faut sortir de son corps, dire ah t'es là toi. Il y a un vrai travail à faire. Mais je pense que oui, il faut. Je sais pas qu'il faut s'amuser, mais de toute façon oui, je pense qu'il faut prendre du plaisir à faire. Et vous avez dit un mot qui est hyper important, c'est il y a du travail à faire. Oui, j'ai l'impression que vous êtes un super bosseur également. Oui, important. Il faut travailler. Même dans la musique. Oui, il faut bosser. De toute façon, on ne peut rien avoir sans travail. Les gens qui me disent ah celui-là, non, ça n'existe pas. Il n'y a que le travail.
Le travail, c'est la vertu principale. Les gens qui ne travaillent pas, je pense pas qu'ils peuvent réussir. Bon, tu peux avoir de la chance, tu peux gagner au loto, c'est possible. On voit les résultats, sont pas forcément toujours extraordinaires, tous les gagnants. Mais à part ça, à part gagner à une loterie, je dirais que le travail, c'est si on veut avoir du succès, oui, je pense qu'il faut travailler. C'est vraiment très important. Et de toute façon, et tout ce qui est investi en travail, on le récupère un jour ou l'autre. Moi, je le vois. Enfin, c'est jamais vain. Quand je parlais de toutes vos activités, que ça soit comédien, que ça soit sculpteur, j'ai l'impression que en ce moment, c'est la musique qui vous touche le plus. Je me trompe? Alors la musique m'a toujours touché. La musique, c'est quelque chose c'est très puissant, la musique. Il y a un côté, qui prend vraiment à l'intérieur. C'est marrant parce que ce matin, je regardais un truc c'était sur Insta ou TikTok, je sais plus. Et il y a des vidéos que vous avez certainement dû voir où tu as un gars qui joue au piano. Soit dans un resto, soit dans une gare, etc. Et t'as une fille qui arrive, et tu peux me jouer ça, etc. Et tu vois la réaction des gens, l'émotion de voir ces voix incroyables, cette profondeur, cette musique, et tu as des gens pleurer, quoi. Et là, j'ai vu tout à l'heure deux, trois vidéos où c'est dans un restaurant où ça se passe, et les gens, ils en pleurent, l'autre, il tient son copain. Enfin, la musique, c'est un côté communicatif qui est très, très puissant. Le rire aussi, mais je veux dire, il y a dans le comique, mais la musique, je pense que c'est un vecteur, déjà, d'union. Il y a pas de frontières, tu peux être de n'importe quelle origine, ça va fédérer énormément, c'est très fédérateur. Et c'est bien plus fédérateur finalement que les images, parce qu'il y a pas de problème de langage, la musique c'est universel. C'est-à-dire que même les Martiens pourraient écouter la musique et pourraient entendre quelque chose. Donc il y a un côté comme ça qui est très très fort, donc qui m'intéresse énormément. Après, non, Après, c'est qu'aussi, c'est aussi les capacités à faire. J'aime bien aussi le stand-up comédie aussi, mais ça prend beaucoup de temps. C'est de réécrire de nouveaux spectacles. Après, c'est une question, voilà, on peut pas tout faire, mais j'ai beaucoup d'autres choses que j'aime bien. Après, la musique, c'est très communicatif. Le stand-up, c'est bien aussi parce que il y a pas de filet, tu es directement en connexion avec le public et tu livres quelque chose qui est très, très personnel. Plus que la musique encore. Parce que tu es vraiment en connexion complète, etc. Et quand tu fais rire quelqu'un, quand il se passe quelque chose, il y a vraiment un échange qui est très, très fort, très sincère et très, très puissant. Et ça, pour l'artiste, c'est très grisant. Et il y a un côté, tu prends des petites décharges d'adrénaline qui sont assez, assez fortes. Ça fait quoi d'être au line-up d'énormes festivals comme là récemment à Bangkok, où je voyais en tête d'affiche, je crois que c'était Steve Aoki, Martin Garrix, et vous êtes là et vous êtes crédible en plus, vous transportez des milliers de personnes qui sont devant vous, ça doit être une certaine fierté pour vous. Ah oui, je suis très très fier, plus par le fait de jouer devant beaucoup de personnes que d'être à côté de d'autres grands DJ, mais oui, mais c'est l'expérience. Moi, j'adore l'expérience. Et puis aujourd'hui, nous, on développe quelque chose parce que je dis nous parce qu'on est encore en équipe. Je suis pas tout seul, à part c'est moi qui mixe, mais c'est une équipe derrière. C'est c'est des VJ, c'est des créateurs, des créations vidéo. On investit beaucoup dans la création vidéo. On a des images qui sortent des écrans. Donc quelque part, on fait vivre une expérience. Donc c'est là où c'est intéressant, où j'ai un peu évolué dans la musique, c'est que quand j'ai commencé la musique, je me dis bon, il faut faire des sons et il faut que ça passe en radio et puis il faut que ça fonctionne. Aujourd'hui, on n'est plus tellement attaché à ça. Ce qui m'intéresse, c'est de faire vivre une expérience aux spectateurs. Et donc, du coup, quand on arrive avec des images comme ça, on raconte une histoire, c'est comme un film. Il y a un début, un milieu et une fin. Et d'emporter les gens dans une espèce d'histoire, c'est ça que je trouve intéressant. D'ailleurs, c'est vrai qu'on consomme la musique un peu différemment aujourd'hui. Les gens, ils la consomment beaucoup avec les écrans, qui peut paraître affligeant pour certains, parce que tu viens normalement pour écouter, pour t'ambiancer, que tu as beaucoup de gens qui sont quand même avec le portable, comme des DJ, comme Afterlife ou Eric Prydz, etc. Mais moi, je m'inscris plus aujourd'hui dans cette mouvance que dans le pur DJ qui va faire de la musique. Ça me fait penser, alors peut-être que l'image est un peu datée, mais à ce que faisait Céron dans fin des années 70, Céron, ouais. début des années 80, où il composait complètement des spectacles qu'on pouvait rapporter un peu à ceux que faisait Jean-Michel Jarre également, Jarre, ouais. et où il voulait transporter les gens. Il faisait ça devant des dizaines de milliers Ouais. de personnes dans toutes les capitales du monde entier. C'est un peu ça en fait que vous voulez faire. Ouais, c'est un mix entre Marc Serron, ouais, un mix entre Jean-Michel Jarre, et puis après, c'est les nouvelles technologies. Avec la musique d'aujourd'hui. Les nouvelles technologies aussi, parce qu'on peut tellement faire plus aujourd'hui. Et je veux dire, j'ai cité les deux gros DJ aujourd'hui, qui sont Afterlife et Pritz. C'est vrai, c'est plus dans cette mouvance-là aujourd'hui que
Parce que c'est plus moderne, c'est plus. Mais la seule différence que j'ai par rapport à tous ces gens-là qui sont aujourd'hui des immenses stars, et je suis bien loin de là, mais nous, on arrive avec un contenu, puisque j'arrive à me servir de mon histoire, de tout mon environnement artistique pour pouvoir le mettre en scène dans un spectacle. Donc du coup, eux, ils vont créer des choses, mais ce qui s'appuie sur rien finalement. Mais c'est super, c'est génial, et je suis fan. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on arrive à faire, c'est créer une histoire et raconter une histoire. Et ça, c'est pas mal de raconter une histoire, parce que mais ça, c'est un coup de chance. C'est parce que comme on a du contenu, un vécu et une histoire qu'on a déjà créée, et on sert de notre histoire qui existe déjà et on n'a plus qu'à la mettre en scène. Donc, c'est un bypass, quoi. C'est la voie 9/3 d'Harry Potter, mais c'est pas mal. Mais c'est un côté cool parce que du coup, on peut vraiment raconter le film. La naissance du Kong, c'est ce qu'on fait sur scène. La naissance, la création, Frankenstein, le maître qui crée son truc, l'œuvre qui se dérègle, les gentils, les méchants. C'est vraiment une espèce de Terminator. Il y a une vraie histoire. Et c'est ça, là, on est légitime pour le faire. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et un jour, vous serez dématérialisé avec un avatar 3D ou quelque chose comme ça? Ça existe déjà. On bosse déjà dessus. Ouais, c'est intéressant. Ça vous permettra de prendre des vacances? Ouais, non, je pense pas. Mais autant se servir des nouvelles technologies, c'est intéressant. Si jamais tout était à refaire, ouais. Et puis c'est pas du tout dans l'artistique, vous auriez fait quoi? Moi, je voulais être footballeur professionnel. Donc, si j'avais pu être, mais j'étais pas assez bon pour ça, malheureusement. J'étais pas toujours sélectionné. J'ai joué pas à mauvais niveau, mais en fait, c'est quand tu vois, l'ayant vécu, c'est quelque chose qui est tellement dur que je me demande comment ils arrivent, les gosses qui arrivent aujourd'hui à aller à si haut, parce qu'en fait, on se rend pas compte. On en voit des gens qui gagnent des millions, etc. Mais un travail de dingue. C'est tellement dur. Moi, je me souviens quand je jouais le dimanche, les entraînements dans le froid. J'allais jouer à Bobigny, il fallait prendre 3 bus. Parce que je jouais au Stade Français, donc il fallait prendre 3 bus, les correspondances, les machins, quand il gelait, et t'es là, il recommence, et tu te faisais aussi casser par les entraîneurs, et trucs, c'est pas ça, et encore c'était pas sûr, tu savais pas que j'étais allé recevoir la convocation, pas recevoir la convocation, et je me dis, mais ça déjà, et des mecs qui ont été tellement plus loin, tellement plus haut, et tellement avec la compétition qu'il y a avec ça, on se rend pas compte, mais je pense que c'est vraiment, c'est quand même, malgré tout, ils ont quelque chose d'assez élite, quoi. Ils sont quelque chose de, c'est quelque chose, et on se rend pas aujourd'hui, on se dit bon, il a joué derrière un ballon, mais en fait non, en fait toute la gagne d'avant. Ouais, non, mais c'est énorme. Mais on se rend pas compte, mais c'est énorme, et c'est pour ça quelque part aussi quand tu les vois après leur carrière, ils ont quelque chose de, pas tous, mais il y en a quand même qu'on voit quand même qui sont différents, qui sont géniaux, et qu'ils ont, et c'est pareil, c'est un parallèle que je fais, mais dans plein de métiers où tu es excellent dans quelque chose, t'es pas excellent pour rien. Il y a du travail, il y a des prédispositions, il y a plein de choses. Il y a pas très longtemps, j'ai vu un politique aussi dans le sport j'ai mis au sport un politique qui avait jamais fait de sport. J'ai vu l'esprit qu'ils ont, je me dis putain, c'est fou, quoi. Je vois des mecs lambda. Tactique, c'est ça? Mais tout, tactique, l'envie, la gagne. Je dis, moi, ça m'a choqué, ça m'a surpris. J'ai dit, tu vois quelque chose de différent. Tu vois un espèce de truc de gagnant, je sais pas comment, mais tu vois des énergies quand même qui sont très très fortes. Donc je pense qu'on n'arrive pas haut pour rien. Je pense qu'il y a quelque chose et qu'on est soit équipé, soit animé, soit on apprend. Peut-être que ça s'apprend. Mais en tout cas, tous ces gens un peu exceptionnels, on n'est pas exceptionnel pour rien. C'est pas un coup de chance, comme on a dit tout à l'heure. Allez hop, on t'a choisi toi. Non, je pense qu'il y a vraiment des gens différents. Et je le vois, on parlait tout à l'heure de Sofiane Pamar, c'est un mec incroyable, j'ai rencontré, on est devenus amis et tout, mais c'est des gens qui sont brillants, qui ont des fulgurances, qui ont des choses hors normes, hors du commun, et c'est pas donné à tout le monde. Je vais vous poser 3 questions pour voir si jamais vous pourriez travailler dans l'univers du café, dans l'univers du restaurant, toutes ces choses-là. C'était dans le cinéma érotique, d'accord. On peut faire ça aussi, mais d'ailleurs, c'est une des choses, j'ai l'impression, sur lesquelles vous n'êtes pas allé, sur l'érotisme. Non, j'ai pas été sur l'érotisme, ni sur la pornographie. C'est 2 choses différentes. Ni tout ce qui est trash, tout simplement parce que, d'ailleurs, je le disais quand je faisais par rapport aux œuvres d'art, j'aime à créer des choses que des enfants puissent voir. Donc tout ce qui est compliqué à toucher, à voir et en tout cas, se marier avec des enfants, ça, c'est un truc qui me botte moyennement. Voilà. Mais j'ai rien contre, hein, j'ai pas de problème. Et je dis pas non, peut-être qu'un jour, j'en sais rien. On m'a proposé il y a pas très longtemps de faire des sextoys, c'est pour vous dire. Mais je trouve que l'idée est drôle parce que un artiste qui fait des sextoys, je trouve ça drôle. Mais donc ça me dérangerait pas, mais ça m'embête un peu par rapport à mes convictions. Mais qu'un sextoy, mes enfants sont grands maintenant, donc je pourrais. Mais quand ils étaient petits, ça aurait été embêté de faire un sextoy. Mais bon voilà, mais je trouve l'idée aujourd'hui
pour être dans le nerf du temps, et que je pense qu'on va si vous êtes en Angleterre, typiquement, c'est complètement désinhibé. Tu vas dans les magasins comme tu vas chez Chanel, chez Dior. Oui, mais même, tu as des trucs, c'est sympa. Genre, ils vont en couple. Il n'y a pas du tout le côté assez pervers qu'on a chez nous, assez étriqué, assez un peu dégueulasse, quoi. Je veux dire, tu vas en Angleterre, c'est vraiment le truc. Les femmes, elles vont. Ça dépend des mentalités, quoi. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore en Angleterre. Un sextoy Kong. Ouais. Bah oui, exactement. J'arrête là, je dirais pas d'autres choses. Je ne vais pas plus loin. Ouais. Mais d'ailleurs, le cocktail King Kong, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? C'est un Non. vrai cocktail d'ailleurs. Aucune idée. Rien. Eh Non. bien, pourtant, c'est même mieux que ça. C'est un mocktail dans lequel il y a du sirop de citron, du jus de pomme et de la limonade. Ah bon, il n'y a pas d'alcool? Non, Ah d'accord. c'est un mocktail. Mocktail, c'est marrant, Ouais. c'est drôle. J'ai fait des cocktails, moi aussi, à l'époque. On a fait des cocktails Bornwell à l'époque. Quand j'ai commencé, à mes débuts, on a fait un cocktail, c'était au Murano, l'hôtel Murano, et on a eu 14,8 au Figaro. C'était avec du piment d'Espelette, avec je sais plus trop quoi, enfin j'ai oublié, mais en tout cas, on avait été cotés. On avait le cocktail Bornwell, Orlinski, au Murano, à l'hôtel Murano. Et dire que j'ai cherché, et je n'ai pas trouvé. Et bah, il y avait le cocktail Bornwell à l'hôtel Murano il y a quelques années de ça. Voilà. En revanche, si je vous demande un Ron Dictator, c'est quoi? Ah là, vous faites exprès. Ouais. Non, bah là, c'est une collaboration. On a Ouais. fait une collaboration avec un rhum colombien. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Ils ont fait 5 jus, 5 décades à partir de ma date de naissance. Et avec des bouteilles qu'on a designées, donc du jus. Et là, on est en train d'ailleurs avec eux de développer une version beaucoup plus mainstream parce que ces bouteilles coûtaient assez cher. Oui, ça coûte à peu près dans les 40 000 $. Je sais pas, enfin, c'est très cher. Et du coup, aujourd'hui, Mais c'est un objet d'exception. Ouais, c'est vraiment d'exception. Enfin, moi, j'y connais rien. Vrai, tu me fais goûter ça ou tu me fais goûter. Mais apparemment, pour les connaisseurs, en tout cas, c'est un truc incroyable et tout. Parce que moi, j'ai fait une dégustation avec les équipes et ils ont invité des plus gros clients de la planète et tout. Et moi, j'ai des verres de rhum, quoi, en fait. Pour moi, voilà, malheureusement, je ne suis pas un grand connaisseur. Et donc, voilà. Donc, c'est compliqué. Et puis, de toute façon, moi, je fais du sport, je bois pas beaucoup. Donc, voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est une carcasse dans le jargon de la restauration? Aucune idée. Une carcasse, une C'est carcasse de poulet. Non, du tout. C'est l'ensemble du mobilier, table et chaises qui constitue la salle de restaurant. d'accord. On fait la carcasse, on prépare la carcasse. Ah ouais. D'accord. C'est quelque chose sur lequel vous êtes déjà allé en design ou pas? Préparer tout ce qui était chaises, Ouais, table dans un restaurant. on a bossé sur plein de projets. On a fait des restos éphémères, notamment l'année dernière à Mykonos en Grèce. Mais j'ai designé c'est pas la restauration, mais j'ai designé. On a un restaurant pour un hôtel. On a fait quelques petites collaborations et on est de plus en plus là-dessus. Vraiment, ça fait partie d'une réflexion et en tout cas d'un des projets qu'on a en ce moment, qu'on a en cours. C'est tout ce qui est pas que restaurant, mais restaurant, hospitality, intérieur, hôtel. Enfin, c'est quelque chose qui est qu'on est vraiment en train de développer dans le design. Vous êtes vraiment trop fort. Je pense que vous avez réussi finalement ce test et vous pouvez absolument tout faire. Donc bon, voilà. Merci beaucoup, Richard Orlinski. Un diplôme, quelque chose. Diplôme. C'est important. J'ai besoin d'avoir quand même une récompense. On a toujours besoin les élèves méritants. Je vais faire un FSC, c'est ça. Ouais. Un FT. Un bon point sinon. Un bon point. Un bon point, une image. Parce qu'à l'époque, on était contre 10 bons points, on a une image. 10 bons points, des images, des tableaux d'honneur. Il va falloir qu'on se revoie alors. Voilà, exactement. Merci beaucoup d'avoir participé à un café au comptoir et bonne continuation dans toutes vos merveilleuses activités. Merci beaucoup. Richard Orlinski. Merci. Vous avez écouté un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très bientôt pour un nouveau café au comptoir.